Opéra Conseil Datalio et Data Galaxy, on a pour but, j'ai mis de promouvoir la valorisation des données parce que c'est bien en vogue en ce moment et c'est surtout de pouvoir échanger entre informaticiens et matheux passionnés de data parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait plusieurs conférences sur la recherche fondamentale avec beaucoup de techniques et beaucoup de formules de maths au départ. On avait enchaîné ensuite en variant un peu les plaisirs avec des retours d'expérience de professionnels du terrain. On a vu qu'il y a déjà un petit delta entre ce qui était prodable, ce qui était industrialisable et ce qu'on pouvait faire dans les labos. Et donc ce soir, moi je me propose justement de faire un petit historique de ce qu'on appelait le big data depuis quelques années, mais en tant qu'informaticien, donc ça sera une vision sûrement différente d'une partie d'entre vous. Et je laisserai la parole ensuite à Anil qui lui est plus justement thésard et donc une autre vision de la data. Et donc c'est à travers ce genre de différences qu'on aimerait favoriser l'échange dans le cadre de l'asso. Donc si le milieu associatif vous intéresse, on est toujours partant pour accueillir de nouveaux bras, pour toujours créer plus de conférences. On en a une par mois et on crée des petits ateliers pour faire découvrir des outils plus en mode travaux pratiques régulièrement. Et donc le big data, c'est un mot qu'on a galvaudé énormément ces 4 dernières années. C'est un buzzword. Alors là, oui, j'en mets partout, hein, des anglicismes bien moches. C'est un peu le thème vraiment de la soirée, je pense. Et donc, c'est quelque chose qu'on a un peu mal compris, je pense, au départ, et notamment au niveau de son application dans le monde dans le domaine privé dans lequel j'ai travaillé. Donc, j'ai fait 10 ans de SS2I avant d'être dans une start-up maintenant qui s'occupe des données de l'emploi. Et donc, voilà ce que j'en ai retenu de ce fameux big data. Donc ça, c'est un petit rappel historique. Donc il y a plus de 5 ans, en fait, quand on voulait valoriser des données, on faisait de la BI, on faisait de la business intelligence. On voulait en fait montrer des indicateurs. Donc je rappelle juste quelques termes pour qu'on s'y retrouve. Dans un data warehouse qu'on requêtait avec le langage SQL et qu'on alimentait avec des jobs ETL. Donc on avait déjà des soucis de performance à l'époque. Donc on créait des data marts, on avait des notions de stockage en étoiles déjà, et sont apparus ensuite les stockages en colonnes. Bref, on ne va pas faire un cours d'architecture ce soir. C'est juste pour dire que c'était à l'époque où on faisait de la stat descriptive. Donc en gros, il y avait des 0, des 1, on faisait des beaux graphiques, et c'était aussi ce que le top management voulait. Donc déjà dans les labos, on faisait déjà beaucoup plus de choses, mais c'était pas prodable et ça n'avait vraiment pas percé sur le marché, parce qu'il y avait pas mal de soucis de mise en œuvre technique. Donc en gros, au niveau architecture, on prenait data sources, les sources de données, on avait une petite mécanique qui les mettait dans un data warehouse et ensuite on en créait des camemberts. On pouvait même éventuellement rajouter ensuite, en amont un système de stockage qui permettait d'abord de tout avoir dans une base de données avant de le traiter. Bref, tout ça pour rappeler qu'on avait des modèles relationnels avec des relations entre les différentes tables. Et qu'ensuite, on s'est dit que pour gagner de la place, parce que c'était ça à l'époque qui était important dans un Oracle ou un SQL Server de l'époque, où je vais parler très d'informaticien, ça changera après, mais pour l'instant, je vais parler un peu d'informatique. On avait donc des modèles en colonne pour factoriser donc certaines des valeurs dans des dimensions. Et ensuite, en fait, est venue une démocratisation du coût du stockage. Ça coûtait plus grand-chose d'avoir des gros disques durs de partout. Et surtout, une augmentation nette de la puissance processorale disponible pour pas cher également. Donc ça a servi à pas mal d'acteurs que vous connaissez bien, qui avaient beaucoup de données déjà à l'origine, donc qui sont éclatés. Après, ils ont mis des vidéos un peu partout aussi. Après, ils ont mis des photos. Et après, ils ont multiplié les réseaux sociaux parce que ça marchait très bien. Donc ça, c'est possible grâce à ce qu'on a mis sous le buzzword Big Data avec les fameux 3V de l'époque. Parce que c'est pareil, on croyait qu'il n'y avait que 3V à l'époque, en disant on va pouvoir gérer beaucoup de volume. Ça, c'est le challenge. On va pouvoir donc, on a parlé de Data Lake, qui était, on en reparlera tout à l'heure, un endroit où on pouvait tout déverser librement. Et j'en parlerai plus tard. On a parlé aussi d'Internet des objets parce que ça permettait de connecter beaucoup de choses, de mettre des capteurs un peu partout qui loguaient très régulièrement des choses. C'est le cas de Linky chez Enedis ou le cas de pas mal de choses dans l'industrie 4.0, je crois, on en est maintenant.
pour stocker tout ça et avoir un historique conséquent. Et le cadre de l'intelligence artificielle, donc on a beaucoup abordé dans les meet-up ici, donc du machine learning, de l'apprentissage machine en général. On parlait de vélocité, donc c'était à la fois pour la vitesse et aussi pour le côté agile. Donc on a parlé de cluster parce qu'on a fait des calculs massivement parallèles à travers beaucoup de machines plutôt qu'une seule grosse. Et on a parlé de traitement en temps réel. Donc c'était ça les grosses promesses du big data, avec une diversité des données qui permettait maintenant de stocker donc, des photos de Facebook, des vidéos de YouTube, donc c'était super bien. Et par contre, il y a une technologie pour y accéder qu'on a mis sous l'étiquette NoSQL, qui veut dire pas seulement du SQL, c'est du Not Only SQL, ça veut pas dire que c'était à la fin du SQL. Et donc on a parlé de stockage sans schéma, où on pouvait vraiment avoir vachement plus de liberté. Donc on faisait plus que du descriptif, mais on faisait du prédictif. Enfin, on pouvait lancer des gros calculs mathématiques, comme on en a parlé beaucoup. Je schématise beaucoup pour aller un petit peu plus vite, mais voire même du prescriptif. Donc ça, c'était les promesses. On disait maintenant, on est à l'ère où on peut se permettre maintenant, avec le volume qu'on a et la capacité des processeurs qu'on a, on pourrait aller beaucoup plus loin. Donc en fait, on a opposé deux mondes, des données structurées et des données non structurées. Au départ, c'était un peu ça. Au départ, on disait Big Data, ça veut forcément dire Hadoop. Donc c'est ça un peu que je veux mettre au clair ce soir. Parce qu'il y a eu notamment au Big Data Paris 2016, là, un salon assez réputé, où il y avait une table ronde où il se disait encore à l'époque, est-ce que le Data Lake va tuer le Data Warehouse, quoi. Genre comme s'il y avait un qui allait remplacer l'autre, c'est-à-dire que maintenant qu'on avait moyen de stocker en parallèle, on allait plus avoir du tout de données structurées. Et donc ça a été la grosse mode de se dire qu'on allait tous avoir un gros cluster et que ça allait nous simplifier la vie. Donc on opposait la modélisation relationnelle avec le NoSQL, on opposait le stockage par factorisation, on voulait toujours gagner de la place en factorisant les choses dans des dimensions, au stockage par réplication. On avait un gros cluster qui gérait le failover, donc la perte d'une machine parce que tout était répliqué et qu'on pouvait faire des calculs massivement parallèles. Et on opposait la scalabilité, donc ça c'est un bel anglicisme bien sale. Mais ça veut juste dire qu'avant, il fallait des grosses machines qu'on faisait monter indépendamment les unes des autres, alors que maintenant, on peut avoir plein de petites machines qu'on fait grandir en nombre et puis en puissance. Et donc, c'était un peu en oubliant que y a un système qui est consistant et l'autre qui est avant tout parallélisé, quoi. C'est-à-dire qu'à un instant T, l'état des données stockées dans un cluster, en l'occurrence de l'écosystème Hadoop, si on parle que dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer directement les choses. Enfin, c'est les propriétés acides, vous pourrez creuser si ça vous intéresse. Mais c'est pour ça qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était complètement complémentaire et que même si cette chaîne-là, elle devenait un petit peu plus celle-ci, avec un data lake en amont, il restait de toute façon, bon ça c'était pour l'exemple de ceux qui veulent faire de la data viz au final, c'est encore le côté pratico-pratique de l'informaticien et pas celui qui est dans les labos, mais l'objectif, c'était de pouvoir dire, voilà, on a un data lake dans lequel on peut mettre toutes les données sans aucun traitement préalable, ça tiendra tout. Et en fait, ça nous évite d'avoir à les pré-traiter. Et donc après, on pourra brancher des algorithmes d'intelligence artificielle dessus. Ça va être super, on aura toutes les données qu'il faut. Et c'est un peu la faute du président de Google aussi, qui avait dit à l'époque que la data, c'était le pétrole du 21e siècle. Donc les gens ils se sont dit c'est super, je vais monter un gros cluster, c'est super la mode. Le top management surtout disait moi je veux beaucoup de données parce que plus j'en ai, plus je serai riche. Après en plus je vais parachuter un data scientist dessus, il va transformer les octets en lingots d'or et j'ai gagné quoi. Donc ça a duré un temps. Il y a des gens qui ont essayé. Bon, ils ont eu des problèmes, ça on le sait déjà. Donc on a parlé de data swarm assez rapidement parce qu'en fait on ne peut pas tout mettre pour que ça soit exploitable par que ce soit des informaticiens ou des mathématiciens quoi. Et donc, on s'est dit, on va peut-être revoir un peu le principe du big data en disant, c'est des images en fait que j'ai chopées, je ne les ai pas du tout retouchées, j'avais vraiment trouvé avec 3V, 4V et 5V au fur et à mesure du temps, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et donc, on va d'abord trouver les données pertinentes parce qu'on a beau en avoir un gros volume, en fait, si on a tout mélangé, on n'en fera jamais grand-chose. Donc, on s'est mis à parler de data quality encore plus, de MDM 2.0 parce que le Master Data Management c'était avant tout un gestionnaire de workflow. Là on s'est dit il faudrait quand même une seule notion de la vérité à un seul endroit parce qu'on ne sait plus de quoi on parle. Donc on a reparlé des Golden Records, ce genre de choses si vous voulez googliser. Et on a dit aussi qu'il fallait documenter tout ça parce que si on ne mettait pas des métadonnées associées aux données, on avait un petit souci. Donc ça me permet de
de placer que notre partenaire Data Galaxy le fait super bien via son outil. Ça, c'était l'occasion. Parce que c'est un meet-up de rentrée, donc autant introduire tous les acteurs. Mais voilà, donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de qualité quand même et qu'on ne pouvait pas faire ça n'importe comment, que ça tombait pas du ciel. Et donc là, on s'est dit, ça y est, c'est la fête. Donc ça, c'est l'éléphant Hadoop. Hein. Donc c'est la fête, on va tous monter un super cluster, il y aura de la qualité. Et ça y est, on a trouvé la solution, ça va être trop bien. Donc on s'est dit, voilà, moi je te propose cette stack-là parce que ça a bien le style. Donc bon, c'est juste à titre d'exemple, lisez pas forcément tout ce qu'il y a tout dedans, c'est juste pour exprimer que si vous aviez. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous aviez raté, en fait, si vous étiez parti 15 jours en vacances, vous reveniez 15 jours après, en fait, votre collègue, il disait, mais attends, t'as raté, il y a une couche qu'on a rajoutée, parce que maintenant, la mode, c'est de mettre du Storm et tout, parce qu'on fait du Spark temps réel in-memory maintenant, et c'est vachement mieux. Donc ça, c'est un peu plus ce qu'on fait quand on est dans la recherche et qu'on veut s'éclater dans son labo. Quand on est en entreprise, bon, des fois, on a le budget, mais on l'a pas très longtemps quand on veut juste jouer avec la technique. Et donc après, ça devenait un peu des trucs comme ça, en disant attends, on va rajouter des couches parce que ça va être trop bien, et ça finissait en trucs comme ça que même moi, j'arrive pas à lire, parce que techniquement, il y a moyen de s'éclater. Donc c'est pour ça que mais en entreprise, parce que je suis aussi là pour parler de ça, on a du mal à se faire budgéter un truc comme ça, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que même si on pouvait construire des choses très bien techniquement, ben ça valait pas forcément le coup. Et donc là, on a rajouté un petit V. Et donc j'ai trouvé cette image-là qui était exactement ça, quoi. On s'est dit maintenant, en fait, il faut que ça ait aussi de la valeur parce que ça va bien de jouer avec ces clusters le week-end, mais en semaine, en fait, on a des comptes à rendre. Et donc le top management finançait beaucoup de POC pour créer des gros clusters, et il s'est rendu compte qu'en fait, il ne retombait pas forcément dans ses sous. Donc on a parlé de ROI, c'était un peu le retour sur investissement. On a parlé de projets qui étaient business driven, donc c'est-à-dire pilotés par le métier, par un besoin métier. Et c'est ça les vraies choses. On a accueilli l'année dernière dans le cadre de la SEO quelqu'un de chez Bob Emploi là, qui disait qu'en fait il avait beau avoir tous les moyens techniques du monde et toutes les données possibles. En fait, il avait fait des super clusters géniaux qui tournaient trop bien et qui sortaient des résultats très rapidement, mais les résultats ne servaient à rien. Et était juste frustré par l'inutilité métier, enfin du terrain, de tout ce qu'il avait pu monter, quoi. Donc c'est vraiment ça maintenant le challenge, je pense, du big data. C'est plus une quantité de données, c'est plus une histoire de monter des architectures techniques. C'est vraiment de trouver l'utilité et de trouver vraiment, de voir les data science comme un moyen et pas comme une fin, quoi. Donc voilà. Alors j'en profite pour placer également que si vous êtes un peu perdu dans ces notions-là, on a 2 partenaires aussi qui sont capables de transformer vos données en dollars, que sont Opera et Datalio. Mais c'était juste histoire de les placer à cet endroit-ci. Mais c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, parce que c'est pas toujours la fête. Donc en gros, pour résumer, parce qu'on parlait big data, hein, ça se gère aussi avec des small data, c'est Hadoop et tout l'écosystème qui est autour, sachant que tous les 2 mois, il y a des nouveaux composants qui sortent et qui sont super intéressants à découvrir. Mais alors, c'est d'abord, en fait, pour des données non structurées, c'est-à-dire qu'on aurait du mal à mettre les données bancaires là-dedans, sauf pour vraiment des choses très, très spécifiques, comme par exemple du streaming ou du temps réel dans lequel on exploiterait vraiment la puissance d'un gros cluster et de calcul parallèle. C'est aussi le cas pour du machine learning un peu gourmand, parce que pour faire tourner des gros process en ordre non ouvré, c'est super efficace. Et j'ai mis performance en ELT aussi, parce que c'est une mode qui commence à se redonner. C'est intéressant parce que le LT, c'est pas l'inverse, mais c'est une nuance de l'ETL qui voulait qu'on transformait avant de charger. Maintenant, on charge avant de transformer. C'est-à-dire qu'on se met de plus en plus à déléguer, de par la puissance des clusters qu'on monte, la complexité qu'on mettait dans les ETL au niveau même de la base de données. Donc en fait, ça revient presque à refaire des procédures stockées comme il y a 10 ans, sauf que là, on a vachement plus de machines. Donc le côté propriétaire des process de base de données commence à reprendre le dessus sur les solutions qui étaient très portables d'ETL, parce que justement, on a une puissance bien plus intéressante à ce niveau-là. Et donc voilà, c'était juste pour dire que ça pouvait aussi servir à ça, notamment avec Cloudera. Et donc en fait, il y a aussi, le big data se gère aussi, si on veut faire de la data vise, avec des propriétés acides dont je parlais tout à l'heure, si on veut vraiment afficher des vrais chiffres et pas juste trouver des tendances ou faire des gros calculs. Si on veut après illustrer des choses avec des graphiques et des camemberts, c'est quand même important d'avoir des données structurées, d'avoir un cluster et du failover et du calcul massivement parallèle. Sauf qu'on a des performances en lecture. Parce que je ne sais pas si vous avez essayé de mettre un clic ou un tableau sur un cluster Hadoop.
Mais en fait, passer 5 connexions simultanées, les performances en lecture s'effondrent complètement. On a beau mettre beaucoup de machines, c'est pas du tout prévu pour ça. Donc c'est ça qui est important, c'est de voir que Hadoop, ça répond pas à toutes les problématiques du big data. Et donc je dis ça parce qu'effectivement, dans le monde du privé duquel je viens, on parle vachement plus de chiffres pour le top management que justement de grosses recherches au niveau de l'intelligence artificielle, même si c'est en train de changer. Et donc on a toujours besoin d'avoir des données structurées pour optimiser les perfs en lecture. Et en plus, c'est un requêtage SQL qui est bien acté dans la tête même des ingénieurs qui ont 50 ans aujourd'hui, donc c'est pour ça que ça marche pas mal. Et j'ai ajouté un acteur aussi avec lequel j'ai pu jouer un peu, c'est pour ça que il y en a plein d'autres, mais j'ai voulu aussi montrer que le big data, si on faisait de l'IoT par exemple, et qu'on avait des données clés-valeurs pondues dans du JSON dans des gros volumes, il y avait un stockage documents qui était MongoDB, qui était des données structurées, mais sans schéma. Donc ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas des images ou des vidéos, mais c'est des données qu'on met dans des cases. Simplement, on ne sait pas le nombre de cases qu'il y aura, quoi. C'est-à-dire qu'il y a forcément un schéma dans lequel ça rentrera, mais on pourra rajouter une colonne ou en supprimer une en fonction de ce qu'on veut mettre dedans, ça rentrera quand même. Donc c'est encore une notion différente parce que des outils, il y en a beaucoup. Et donc voilà, j'espère que vous avez convaincu que en tout cas, Big Data, c'est pas que Hadoop. Et en plus, le requêtage de MongoDB, c'est assez rigolo, c'est de la programmation fonctionnelle, donc c'est des fonctions, deux fonctions avec plein de parenthèses qui se ferment à la fin. Donc c'est un côté ludique que je trouve assez marrant. Donc pour résumer, en gros, mon propos, c'était de se dire que l'idée, elle doit d'abord venir des gens qui ont une cravate, des gens, bon, c'est souvent eux qui ont l'argent aussi, mais c'est aussi eux qui ont la connaissance du terrain. Donc moi, je bosse dans les données de l'emploi. C'est que pour l'instant, je suis surtout le technicien de l'équipe, mais en fait, c'est vraiment les gens qui savent ce que c'est qu'un chômeur et comment est-ce qu'on pourrait, enfin, ce que peut attendre un demandeur d'emploi, qu'en fait, c'est ces personnes-là qu'il faut écouter. Et c'est de eux que doit partir l'idée. Et après, il faut que le moyen soit mis en place par le monsieur à lunettes, donc c'est toujours l'informaticien ou l'architecte data, qui a les outils pour dire je pense que cette structure-là est adaptée à votre besoin parce qu'il y en a beaucoup et il ne faut pas se tromper. Et une fois qu'on a un beau cluster de bonne qualité avec moyen de calculer un retour sur investissement, alors là, on appelle un data scientist, ou en tout cas, il a pu venir avant un petit coup, mais c'est là qu'il peut vraiment développer toute sa puissance et il sera moins frustré aussi par tout ce qu'il essaiera infructueusement de par le manque de qualité des données ou ce genre d'échec qu'on a trop vu en fait ces 2 ou 3 dernières années, quoi. Voilà, donc là c'est une intégration, une évolution, toute trouvée pour la suite de Anil qui va nous parler donc un peu plus de mathématiques. Voilà. Donc c'était volontairement un peu caricatural aussi pour lancer le débat, hein, si vous avez d'autres choses, d'autres visions de la chose. C'est intéressant aussi que vous veniez en discuter devant tout le monde ou qu'on en discute d'ailleurs après la conf. Mais j'espère avoir apporté une pierre à l'édifice. Voilà. Je te passe le truc. Ça, je le mets là. Ici aussi. Ouais. Merci Rémi pour cette présentation. D'après ce qu'il disait, c'est qu'après le big data, il y a le machine learning ou la data science. Alors très souvent, quand on fait un meet-up de rentrée, donc on en a fait 2 pour l'instant, on fait une présentation sur ce que c'est le machine learning, jeu d'entraînement, jeu de test, cross-validation. Et à la fin, les gens ils nous demandent c'est quoi les ressources. Donc là, je me suis dit, au lieu de vous parler de machine learning, je vais juste vous balancer des ressources. Et si jamais vous avez d'autres ressources supplémentaires, n'hésitez pas à en rajouter. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc on ne voit pas très bien parce que l'image n'est pas très nette, mais c'est le métro du machine learning, quoi. Donc au début on commence par les fondamentaux, on passe par les statistiques, à la fin il y a les toolbox, donc du Java, du Python. Et le truc c'est que bon, il n'y a pas forcément commencer si vous êtes débutant. Donc oui, par quoi commencer? Alors déjà, on va pas aller directement sur les MOOC, sur les vidéos, c'est sur ce truc-là. On va déjà voir ce que c'est les différentes ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous baser régulièrement. Donc les 2-3 bouquins qu'il faut avoir, donc on les a en format PDF, vous pouvez aussi les acheter. Déjà parce que vous pourrez vous la péter. Moi j'ai lu Pattern Recognition and Machine Learning et en plus de ça, ça vous fait un support de travail tout au long de votre apprentissage et même plus tard.
Donc, selon moi, après on peut peut-être en rajouter, les deux textes sacrés. Donc, il y a Elements of Statistical Learning et Pattern Recognition and Machine Learning. Donc, les deux traitent de toutes les questions du machine learning de façon très théorique. Donc, beaucoup de maths, beaucoup de calculs de probabilité, beaucoup d'optimisation. Pour Pattern Recognition and Machine Learning, car il y a des exercices dedans. Linéaire, à la fin, vous avez plein d'exercices sur l'optimisation de la fonction coût de la régression linéaire. Et c'est assez détaillé. Et vous avez aussi les solutions sur Internet. Et un petit plus, par contre, pour Elements of Statistical Learning, vous avez un format où il y a du code en R dedans. Donc là, c'est vous, si vous êtes venus sérieusement, quoi. Enfin, ceux qui sont là depuis 3 mois, 3 ans et qui viennent quand même, bah, on ne sait pas ce que vous faites là. Mais si c'est vraiment votre premier vrai meet-up machine learning, vous en êtes à là. Et donc il vous manque des bases de maths et d'infos. Donc alors en maths, on va retourner en terminale, voire en première. Donc on va essayer de revoir les notions de dérivées, d'intégrales, de fonctions composées, de fonctions convexes, concaves. Les fonctions convexes, concaves, on les aime bien car on aime bien les minimiser après, faire de l'optimisation. Les bases d'algèbre, donc tout ce qui est vecteur, produit scalaire, produit vectoriel, tout ça quoi. Les matrices, les déterminants, les valeurs propres, les vecteurs propres. La décomposition matricielle, par exemple, quand on fait des systèmes de recommandation, on utilise beaucoup de décomposition matricielle. Et enfin, beaucoup de bases de proba et de stats, donc des variables aléatoires, des densités de probabilité, tout ce qui est la notion d'inférence, des tests statistiques. Très souvent, on aime bien modéliser des classifieurs probabilistes. Donc, on aime bien modéliser des distributions de probabilité. Donc, il faut avoir des notions de probabilité et de statistiques pour faire cela. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, vous pouvez prendre le bouquin de CM1 de votre petit frère ou de votre fils. Plus sérieusement, vous retrouvez vos cours de licence. Moi, j'ai mis le tout en un parce que j'étais en prépa. Vous reprenez tous ces cours-là. Sur Internet, ce qui est pas mal, c'est le Project Euler. Donc, dessus, il y a des questions de mathématiques. Alors, je dis un truc complètement au hasard. Calculer la somme des 100 premiers nombres premiers. Vous faites un petit code en Python, vous retournez la solution et vous dites si c'est bon ou pas. Et ça permet, on va dire, de former un peu le cerveau. Pour tout ce qui est base dans les MOOC, ce qui est très bien, c'est Khan Academy. Donc tout ce qui est produits scalaires, algèbre binaire et compagnie, là-dessus, ils sont très bons. Il y a un petit kiff récemment, ça s'appelle Three Blue, One Brown ou un truc comme ça. Donc c'est un gars, il fait des vidéos YouTube, donc il est vraiment énervé, quoi. Il fait des animations de malade. Donc là, je crois qu'il montre ce que c'est une transformation vectorielle de je ne sais quoi. Et prenez ce nom-là. Je vais vous mettre le nom juste en bas là. Donc c'est lui. Il fait pas mal d'animations en algèbre linéaire et en analyse. Et en fait, pour visualiser ce qui se passe dans... Ah, vous voyez pas ? C'est Three Blue, One Brown. Et allez sur sa chaîne YouTube. Donc il y en a plein d'autres. Hein. Donc il faut juste chercher sur YouTube animation, maths, je sais pas quoi. Mais celui-là, je pense, c'est un des meilleurs. Franchement, allez-y, vous allez vous régaler. Alors, dans tout ce qui est base d'infos, donc on va revenir un peu sur la programmation orientée objet, sur le fonctionnel aussi. Par exemple, Spark, tout à l'heure t'en parlais, c'est basé sur du fonctionnel. Tout ce qui est langage de programmation, donc en priorité Python et R, bien sûr. Après, si vous êtes un data scientist en entreprise ou même un chercheur en machine learning, vous serez en contact avec des gens qui font du Java, du Scala, du C, du JavaScript. Donc, soyez polyglotte, quoi. C'est-à-dire pas besoin de savoir programmer dans 10 000 langages, mais c'est bien de savoir dire du C, du Java, du Scala, au moins pour communiquer avec les gens. Tout ce qui est base de données, bien sûr, donc SQL, NoSQL. Et bien sûr de la théorie, donc tout ce qui est algorithmique, complexité, toutes ces notions-là. Donc là, il y a un bouquin d'algorithmique qui est assez connu, donc c'est juste Algorithms. Sinon, une équipe qui gagne toujours, Open Classroom, le site du zéro pour les anciens. Donc tout ce qui est base en programmation, allez dessus, quoi, n'hésitez pas. Et il y a aussi un site que j'aime beaucoup, donc j'en ai mis 3. Je connais surtout HackerRank. En fait, c'est des sites où on a des petits challenges en programmation. Typiquement, un challenge Python, on demande de faire un petit code, on l'exécute en ligne, il nous dit si on a raison ou pas. Pareil pour du SQL, on fait une petite commande SQL sur un jeu de données quelconque, on la tape et on l'exécute, et si c'est bon, il nous dit que c'est bon, on a un point en plus, et c'est très addictif, et franchement, on apprend beaucoup de choses. Alors là, c'est bon, on commence à avoir un petit cerveau quand même, c'est déjà pas mal. Donc pour débuter en machine learning, c'est peut-être un peu vieillot maintenant, mais je pense que le cours d'Andrew Ng sur Coursera,
je pense qu'il est encore très très bien. Donc le seul problème, je dirais, c'est que déjà il y en a eu plein d'autres qui sont peut-être plus modernes maintenant. Et il est en Octave, donc qui est le langage open source de MATLAB. Ça aurait été bien qu'il soit en Python, mais bon, franchement, genre, je pense que tous, on a une petite émotion quand on le voit, donc allez-y, quoi. Et j'ai mis aussi la spécialisation data science, parce que je l'avais faite à l'époque. Après, il y en a plein d'autres maintenant sur Coursera. C'est vrai qu'il y en a maintenant, ils en ont mis pas mal de payantes, mais vous pouvez toujours avoir accès à certaines vidéos, donc n'hésitez pas. Et là, à partir de maintenant, vous savez identifier les différentes étapes de la data science. Donc, faire un modèle de data, de machine learning, faire de la feature selection, de la feature extraction, faire du data cleaning, faire du tuning aussi, parce que les algorithmes, ils dépendent de paramètres. Et selon les paramètres qu'on leur donne, ils auront des résultats plus ou moins bons. Ensuite, les évaluer selon certaines métriques. Donc, tous ces termes-là. Et aussi identifier les différents algorithmes. Donc, dans un premier temps, si vous savez ce que c'est de la classification, le clustering, la régression, la réduction de dimensionnalité, si vous savez plus ou moins comment marche un SVM, un arbre de décision, une régression linéaire, c'est que vous commencez à prendre de la bouteille. Et là, on se dirige vers le maître Jedi. Et dans ce cas-là, il faut mettre les mains dans le cambouis. Donc, pour mettre les mains dans le cambouis, rien de mieux qu'une petite compétition Kaggle. Ah, Oran. Où il y a aussi datascience.net pour les francophones, du coup, ils font beaucoup moins de compétitions, mais de temps en temps, on en a. Donc, alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est des sites où on a un projet de machine learning, de data science. Donc, typiquement, alors je donne les plus simples, mais reconnaître les chiens des chats dans un jeu de données avec des chiens et des chats. Et du coup, le meilleur algorithme, celui qui a le meilleur score, gagne une certaine somme. Et sinon, alors là aussi, c'est un peu vieillot, mais bon, pour les chercheurs, c'est pas trop mal. C'est UCI, donc un genre de bibliothèque. On a plein de jeux de données. Donc au tout début, quand vous commencez le machine learning, téléchargez plein de données sur UCI, lancez vos algorithmes dessus, essayez de les tuner, essayez de voir ce que ça donne. Maintenant, j'ai parlé de quelques outils, mais il y a beaucoup d'outils à prendre en main. Il ne faut pas forcément tout prendre en main. Bon, je vous rassure, c'est pas une torpille. Mais... Alors en machine learning, donc tout ce qui est bibliothèque de machine learning. Donc scikit-learn pour Python, Caret si vous faites du R, Spark mlib si vous faites du Spark. Quoi qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Caret, carotte, ouais, c'est le vrai logo de Caret, je te jure. Après, pour tout ce qui est deep learning, donc TensorFlow, Café, Torch. Tout ce qui est bibliothèque pour processer la donnée, extraire la donnée, donc on a Panda en Python. Donc là j'ai volontairement mélangé le big data, les bases de données, la data extraction, enfin tous ces trucs-là. Mais c'est juste que d'un point de vue purement machine learning et tout, c'est un peu la même chose, quoi. Comment extraire la donnée, comment faire des requêtes et tout. On n'a pas besoin d'apprendre beaucoup de choses, mais c'est déjà suffisant. Faire un peu de Spark, Dataiku. Donc Dataiku, en fait, il ne faut pas seulement du data cleaning et ce genre de choses. Il y a aussi plein de modèles de machine learning. On peut faire toute la pipeline de data science dans Dataiku. Enfin, tout ce qui est bibliothèque de visualisation. Alors, si vous êtes très chaud, vous faites du D3.js. Donc là, vous tapez votre code en JavaScript et ça vous fait des visualisations, mais de malade. Si vous êtes un peu moins chaud, vous retournez sur du Python et vous faites du Matplotlib. Et si vous êtes paresseux, un peu comme moi, c'est-à-dire que moi, je gère Python, mais en même temps, Matplotlib, reprendre la syntaxe et tout, je trouve ça assez saoulant. Vous allez sur du tableau ou du ClickView. Là, c'est du drag and drop, quoi. Vous pouvez faire des histogrammes, des densités, des cartes en 2 minutes. Franchement, en 2 minutes, une fois que l'outil est pris en main, c'est super rapide. Du coup, je recommande vivement ces 2 derniers logiciels. Après, si vous êtes très rapide, faites tout en D3. Hein. Et oui, soyez flexible. Parce que, en fait, il faut savoir que les outils, ils changent très rapidement, comme tu disais un peu, Rémi, tout à l'heure. Et à l'époque, on faisait les algos de machine learning en Weka, donc c'est du Java, quoi. Très rapidement, Python est arrivé. Demain, il y aura peut-être du Scala, du Julia. Enfin, c'est ce qu'on disait à une époque. Je ne sais pas si ça va vraiment remplacer Python. Mais en tout cas, il faut faire attention parce que les outils, tout va très vite, même les algorithmes. Genre, à une époque, c'était le Random Forest. Maintenant, c'est le XGBoost. Tout va très vite. Là, par exemple, je mentionne Theano, qui était la bibliothèque de deep learning depuis 2006, qui a été faite par Benjo, qui n'est pas n'importe qui, de l'Université de Montréal. Et ils ont arrêté parce que TensorFlow, Café, PyTorch, des grands, quoi, de Facebook, Google, a pris le dessus, quoi. Là, pareil, pour tout ce qui est réseau de neurones, au début, on avait le net, puis on a eu AlexNet, puis on a eu VGNet. Donc, ça n'arrête pas, quoi. Donc, soyez toujours curieux et soyez flexibles.
Donc là, bon, là je ne sais même pas s'il y a des gens à ce niveau-là ici, mais on va voir ce qu'il y a après. Trouver des domaines d'application qui vous intéressent. Donc, soit vous faites du machine learning parce que vous aimez bien les maths et vous faites du machine learning pour du machine learning, et tant mieux. Soit c'est parce que vous avez vu que c'était le métier le plus sexy du monde et vous voulez être millionnaire et c'est bien aussi. Soit c'est parce que vous avez trouvé des domaines assez intéressants. Et bah, typiquement, alors vous pouvez l'appliquer à tout et n'importe quoi. Donc là, j'ai mis quelques images en génétique, en marketing, en reconnaissance faciale, en finance, en reconnaissance de la voix. Là, juste en haut, c'est tout ce qui est data science pour faire du social. Donc il n'y a pas longtemps, on a reçu Base Impact. Ils aidaient Pôle emploi avec des données des chômeurs à aider les gens à trouver un emploi. Donc il y a vraiment plein de domaines dans lesquels vous pouvez contribuer. Et rejoignez des communautés. Donc nous, c'est les bikers, hein, Lyon Data Science. Après, il y a aussi d'autres meet-up dans la scène lyonnaise. Donc vous connaissez Romain qui avait fait une présentation chez nous il y a au moins un an maintenant. Il avait fait une présentation en D3.js et ils couvrent tout ce qui est en visualisation de données. Il y a aussi le meet-up intelligence artificielle avec Fabien. Fabien, je ne sais plus si c'est son prénom. Enfin bref. Alors eux, ils sont dans l'intelligence artificielle au sens très large du terme, donc pas seulement du machine learning. Et bien sûr tous les autres meet-up de la scène Lyon Tech Hub. Et alors, il y a les communautés réelles et il y a aussi les communautés en ligne. Donc, si le soir, vous n'arrivez pas à dormir et que vous voulez absolument faire du machine learning, essayez de contribuer sur TensorFlow, sur Scikit-learn, sur Spark. Si vous faites pour TensorFlow, vous allez aider Google et tout. Peut-être qu'ils vont vous recruter, ça va être cool. Et là, après, vous arrivez à ce niveau-là, quoi. Donc, je rigole pas. Et une fois que vous êtes arrivé à ce niveau-là, essayez de regarder du contenu un peu plus poussé. Là, j'ai mis deux youtubeurs, donc Sendex et Siraj Raval. Alors Sendex, c'est un gros malade du Python. Il fait plein de vidéos Python pour de la finance, Python pour l'analyse de sentiments, Python pour faire du café, Python pour tout et n'importe quoi. Et du coup, il y a beaucoup de vidéos de machine learning dans sa chaîne. Et Siraj Raval, alors lui, c'est un youtubeur, il fait des vidéos où la forme est géniale, quoi. C'est-à-dire que quand on regarde, on a l'impression de regarder un film. Et le fond est aussi génial, quoi. C'est vraiment pas pipeau, il va vraiment dans le fond des choses. Il fait surtout du deep learning. Et du coup, c'est un vrai régal de regarder leurs vidéos. En plus, ils font du live coding. Donc vous pouvez coder en même temps qu'eux et tout. Quelquefois, vous pouvez poser des questions. Enfin, c'est vraiment intéressant. Et sinon, une fois que les MOOC et tout, ça commence à vous saouler parce que c'est trop facile, vous regardez directement. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien, mais vous allez directement sur les sites des universités. Et vous allez regarder leurs cours, donc sur 10 séances, le cours de Stanford, là c'est le cours de l'ENS avec Yann Lequin. Et devenez ou redevenez chercheur, si vous ne l'étiez pas déjà avant. Pourquoi? Parce qu'en fait on a la chance d'être dans un domaine qui évolue très 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 vite. Et du coup, comme je le disais avant, il faut être très flexible et il faut se renseigner autant que possible sur les nouvelles technologies qui arrivent. Du coup, dans un premier temps, vous pouvez aller sur Archive. GitKive, je ne sais pas comment on prononce aussi, c'est la version Git de Archive. Donc dans Archive, pour ceux qui ne savent pas, tous les articles de machine learning, de deep learning et d'autres domaines d'ailleurs arrivent en priorité sur Archive et ils sont open source. C'est-à-dire que les chercheurs, dans la lutte dans la recherche, pour être sûr que leur idée va être estampillée comme étant la première, ils la mettent sur Archive. Sinon, vous pouvez aller directement aussi sur les sites des conférences. Donc là, j'en ai mis trois qui sont assez connus en machine learning. Donc NIPS, la plus connue, ICML, ECML. Là, par exemple, j'étais à ECML il n'y a pas longtemps. On apprend beaucoup de choses. Donc là, en ce moment, ce qui buzz pas mal, c'est tout ce qui est transfer learning, online learning. Donc on voit un peu les nouvelles choses qui arrivent sur le marché. Et aussi les journaux. Donc là, il y en a bien sûr plein. Mais il y a le journal Machine Learning qui est un des plus connus. Le journal Artificial Intelligence aussi. Et si les fichiers en LaTeX avec des équations écrites tout petits, avec des figures en Python pas forcément très jolies, si tout ça vous en avez un peu marre, il y a des très très bons articles en ligne. Il y a par exemple le blog de Andrei Karpathy où il passe en revue les différentes technologies en deep learning, en réseau de neurones et tout ce genre de choses. Et il y a aussi un site qui s'appelle Distill. Alors c'est distil2l.pub et dessus en fait ce qu'ils font c'est qu'ils font beaucoup d'animations. Donc le problème très souvent c'est qu'en fait on voit des boîtes noires, on voit pas trop comment les poids ils évoluent dans les réseaux de neurones et tout. Et là il faut beaucoup d'animations pour voir comment le réseau de neurones il marche, quand on modifie le moment ou le taux d'apprentissage, comment ça converge.
Donc il y a plein de sites comme ça. Donc là, j'en ai mis que 2, mais vous pouvez en trouver plein. Et franchement, c'est vrai que vous pouvez aussi vous la péter en lisant des articles. Mais si ça va plus vite en lisant ces blogs-là, bah, c'est mieux, quoi. Et là, vous arrivez à ce niveau-là. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est les 4 papes en ce moment du deep learning. Donc Yann Lequin, Hinton, Bengio et Andrew Ng. Et là, du coup, bah, je ne sais vraiment pas ce que vous faites là. Donc, bah, soit vous faites des trucs de malade, hein, des nouvelles technologies de ouf et tout, soit vous allez faire du fric. Hein. Et est-ce que c'est tout? Alors, on peut finir dessus. Juste à la fin, je veux vous dire de vous cultiver parce qu'en fait, on a vraiment la chance d'être dans un domaine qui est assez à la mode, qui intrigue beaucoup les gens et qui intrigue parce que c'est un domaine très lié à l'intelligence artificielle, comme vous l'avez deviné. Et du coup, bah, n'hésitez pas à relire un peu certaines littératures, à voir certains films. Donc là, j'ai mis une liste non exhaustive, il y en a plein d'autres. Donc relisez les Asimov. Là, Moneyball, c'est un film avec Brad Pitt, donc c'est un peu plus soft que le reste. C'est sur du sport analytics, donc comment une équipe américaine, ils avaient réussi avec quelques fichiers Excel, ils avaient réussi à trouver des joueurs qui étaient sous-cotés pour les recruter dans leur équipe et ils ont gagné des championnats. Il y a Homo Deus. Alors Homo Deus, le gars qui a écrit ça, il a écrit Sapiens. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Du coup, en fait, ça parlait de Homo sapiens et Homo Deus, en fait, c'est après Homo sapiens, c'est notre futur. Et du coup, il parle de la religion qui sera le dataïsme. Donc, je ne sais pas si c'est des fantasmes et tout, mais ça peut être intéressant de le lire, quoi. Et je vous parle de tout ça parce que, en fait, on peut avoir vraiment de l'inspiration dans plein de bouquins, dans plein de romans, dans plein d'essais, même dans d'autres domaines. La psychologie, par exemple, le premier article de Réseau de neurones, c'était en 57, c'était une revue de psychologie. Là, récemment, par exemple, j'ai lu un livre qui s'appelait La nuit des temps. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, Barjavel, ouais. Aucun rapport avec l'intelligence artificielle, mais c'est juste que dedans, alors c'est une équipe de chercheurs, ils trouvent des humains sous la glace en Antarctique. Donc c'est dans les années 60, donc à l'époque tous les chercheurs ne parlent pas anglais, il y a un espèce de gros système de traduction, une sorte de Google traduction de l'époque qui permet aux différentes personnes de parler entre elles. Et le truc c'est que les humains qu'ils ont trouvés sous la Terre commencent à parler. Et du coup, la traductrice, elle ne connaît pas forcément le langage de ces humains-là. Et le truc, c'est qu'entre les images qu'ils ont réussi à avoir de cette époque-là, entre les réactions de l'humaine qui commence à parler avec son langage pas du tout connu, la traductrice commence petit à petit, avec une sorte d'apprentissage non supervisé, je ne sais quoi, commence petit à petit à apprendre le langage de la fille, quoi. Et du coup, alors évidemment, Barjavel n'a pas pensé à tout ça, mais c'est incroyable de voir qu'ils avaient des idées un peu similaires et peut-être il y a d'autres romans de science-fiction et tout, il y a des choses, plus tard, dans 40 ans, on aurait dit, tiens, c'était dedans. Et donc voilà, lisez Barjavel et regardez Terminator. Celui, au boulot, hein, et maintenant, au boulot, on va commencer à bosser. Hein. Vas-y, je vais te mettre Tu peux regarder si tu veux. Non, mais c'est toi qui parles plus. Ok. Je vais juste prendre mon tête part. Vas-y. Si jamais ça marche pas, je déballe. Ouais, t'inquiète, ça va le faire. Ouais. Hop, putain. Bon, je vais aller un peu en Je me présente. Donc, ouais, je commence à te lancer. Vas-y. Je vais le mettre pas loin de toi comme ça. Vas-y. Donc, alors, c'est le premier retour Kaggle qu'on fait dans notre meet-up. Alors, pour la petite histoire, Oran, donc c'est un peu mon étudiant, je sais pas si je peux le dire. Ouais, tu peux. C'est l'étudiant de mon co-encadrant, donc moi je suis en thèse. Et du coup, je devais assister à un TP, donc aider les différents étudiants dans un TP Scikit-learn. Et eux, ils avaient commencé le machine learning, il n'y a même pas, ça faisait un mois, même pas. Ouais, un mois, même pas, quoi. Et du coup, moi, je l'ai vu galérer sur Scikit-learn, galérer où je sais même pas comment t'étais. Ouais, mais c'était les débuts, quoi. C'était les débuts. Et alors, quelques semaines plus tard, j'ai mon co-encadrant qui m'appelle, il me fait, ah, tu sais, il y a un étudiant et tout, il est arrivé premier sur la compétition Kaggle. Et là, je me dis, mais tiens, j'ai passé toute ma vie à arriver dans les 100 premiers, tu vois, et eux, on leur donne la connaissance et direct, ils arrivent premiers, quoi. Et du coup, on a essayé de bosser un peu ensemble et tout, et toi, tu t'es donné à fond, et même si à la fin, t'as passé beaucoup de temps, et même si à la fin, t'as pas gagné parce qu'il y a l'histoire qu'on racontera à la fin, quoi. En tout cas, c'était une belle aventure. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu la compétition Alors, compétition proposée par Mercedes. Le but, c'est que, c'est d'essayer de prédire le temps qu'une voiture va passer à faire des tests. Donc, il
Ils ont plein de voitures avec différentes caractéristiques. Il y en a qui ont la 4 roues motrices, il y en a qui vont avoir, je sais pas, des suspensions hydrauliques, différentes motorisations. Ils font des tests et donc chaque voiture met entre 70 et 130 secondes à passer les tests. Et le but, c'est d'essayer de prédire le temps que va mettre une voiture à passer le test. Donc ça, c'était la compétition. Ouais. Et niveau données et tout ce qui est pré-traitement et tout ce genre de choses. Alors, donc le PowerPoint, il a été fait très rapidement. Donc, on a deux jeux de données, le jeu d'apprentissage et le jeu de test. Tous les deux avec 4200 observations, donc 209 pardon, donc 4209 voitures dans le train et 4209 dans le test. On a 378 variables dans le train. Il y en a plus dans le train parce que bien sûr il y a la variable Y à prédire. On a 8 variables catégorielles et tout le reste c'est des variables binaires. Et au niveau aucune donnée manquante. Par contre il y a pas mal d'outliers. Et tout ce qui est modèle, est-ce que, alors au début, tu es allé voir directement sur les kernels qui étaient disponibles? Est-ce que tu as utilisé des modèles déjà existants? Eh ben, pour commencer, j'ai fait vraiment ce que je considère une approche classique. Pour commencer déjà, alors on a des variables catégorielles compatibles avec tous les algorithmes de machine learning. Donc on a dû les recoder donc, avec le label encodeur, ce qui transforme les variables catégorielles en entiers. Et ça, en fait, c'était un dictionnaire qu'on avait créé pendant le TP que Anil avait co-encadré. Donc avec ouais, bah au moins. Et donc on a quelques algos, donc random forest, k-nearest neighbor, gradient boosting, etc. Donc c'est vraiment des algorithmes, on va dire classiques pour un data scientist. Pour commencer, donc là, on avait vraiment, enfin on n'avait pas un bon score du tout, ouais. Mais pour commencer, pour mettre les mains dans le cambouis, comme tu dis, c'était un bon début. C'était un bon début, d'accord. Voilà. Et Ensuite, on a commencé à avoir des approches un peu plus complexes. De faire, c'était parce qu'en fait, pendant la et donc j'ai pu avoir des discussions avec mon tuteur, donc qui est présent ici, Amara, qui m'a donné des conseils, notamment d'utiliser du non supervisé. Et ça fait partie de la base du machine learning aussi et le pré-processing. Donc ACP, ICA, GRP, c'est Gaussian Random Projection. C'est de la projection sur des matrices qui sont créées de manière aléatoire en utilisant une distribution gaussienne. Il y a plein d'autres, il y a Sparse Random Projection, il y a vraiment plusieurs méthodes de pré-processing. On a essayé d'en faire le maximum possible pour ajouter le maximum de données, d'informations possibles dans notre jeu de données. Aussi, j'ai fait du clustering pour essayer d'ajouter encore de l'information sans forcément utiliser la variable Y. Et bien sûr, donc, pendant ce challenge, un algorithme que je ne connaissais pas mais qui est maintenant, on peut le dire, à la mode et que tous les data scientists utilisent, c'est le XGBoost et qu'on a tuné avec un algorithme qui s'appelle HyperOpt en fait, qui permet d'optimiser les paramètres parce que je ne sais pas si vous avez déjà utilisé mais il y a énormément de paramètres dans le XGBoost et c'est très compliqué de jongler avec ça. C'est une bibliothèque Python HyperOpt? Ouais, moi c'est une bibliothèque qu'on a utilisée sur Python. Par contre, si on veut avoir une bonne optimisation, il faut avoir vraiment du bon matos. Ouais. Moi, je me suis servi de la VM. Pardon. Je me suis servi de la VM qu'on m'a mis à disposition pendant mon stage. J'avais 56 Go de RAM et 8 cœurs, donc ça allait encore pas trop mal, mais on va dire que c'est vraiment pas assez si on veut une optimisation en même temps, on va maximale. pas se priver non plus. Ouais, bah ouais, autant en profiter. Hein. Ouais. Et pour terminer, la toute dernière approche qu'on a fait, pareil, on a fait un XGBoost avec de l'hyperoptimisation. Après, j'ai mis plus tâton parce que vous allez voir si jamais si vous allez faire du Kaggle ou si vous en avez déjà fait, la plupart des grands compétiteurs, ce qu'ils disent, c'est que des fois, il faut essayer à l'intuition de faire varier certains paramètres. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait quelques fois. Donc, au lieu d'utiliser l'hyperopt, j'ai modifié un paramètre de 1 centième ou 1 millième à la main. Et quelquefois, ça fait la différence. Ça m'a permis de gagner une fois. J'ai gagné sur donc c'était le scoring, la métrique, c'était du R2. Et j'ai gagné, je suis passé de 0,56,8 à 0,57,1. Donc, c'est vraiment énorme. Je sais pas si tu avais fini cette Non, et en fait, j'ai combiné avec un pipeline. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une moyenne du XGBoost avec le pipeline. Et le pipeline, comment je l'ai construit? J'ai utilisé un Teapot. C'est une librairie Python qui en fait un pipeline.
Donc là, typiquement, il m'a ressorti un lasso en cross-validation et il m'a sorti le gradient boosting. Et moi, j'ai ajouté un arbre de décision. Pourquoi un arbre de décision? Parce que la complexité de cette compétition, en fait, c'est qu'il y avait énormément d'outliers dans le train, mais il y en avait aussi dans le test. Et la complexité, certaines personnes se sont penchées sur essayer de prédire les outliers, mais c'est quasi impossible. Du coup, ce qu'il fallait, c'était essayer de les ignorer au maximum et essayer de se concentrer sur les vraies variables. Et les arbres de décision, c'est des algorithmes qui sont pas sensibles aux outliers. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer ce régresseur dans mon pipeline. Et donc c'est cette méthode qui m'a donné le meilleur score et qui m'a permis d'atteindre sur le public leaderboard, j'ai été premier pendant une semaine et sur le private après j'ai fini 13e sur 3840. Ouais, ce qui est pas mal. Je pense. Alors les difficultés, on a énormément d'outliers dans le train et dans le test et les jeux de données sont petits, 4200 lignes, c'est vraiment rien du tout hein. Aujourd'hui surtout, et donc c'était peu pour construire un algorithme qui nous fournit de bons résultats. Et donc il y a une personne qui a trouvé une technique, c'est faire du probing. Alors c'est quoi le probing? C'est que on détermine par un calcul mathématique les variables qu'on essaie de prédire, on peut les calculer à l'avance. Et donc une fois qu'on a calculé ces variables, on peut les ajouter dans notre train et agrandir nos jeux de données et avoir du coup de meilleurs résultats. Donc je ne sais pas s'il y a des matheux dans la salle. J'ai essayé d'expliquer très rapidement comment ça marche. La métrique, c'est du R2. Donc voilà, ça commence ici. Donc le R2, c'est ce qu'il y a en haut à gauche. Donc c'est 1 moins. Donc c'est la somme de 1 à n de YI. Donc YI, c'est les valeurs réelles. Moins YI chapeau, c'est les valeurs estimées. Au dénominateur, on a un Y bar, c'est la moyenne des Y. Et en fait, ce qu'ils ont fait, je ne sais pas comment ils ont eu l'idée de faire ça, parce que au final, pour un matheux, c'est pas si compliqué, mais il faut avoir l'idée de le faire. Ils ont pris un fichier où ils ont mis toutes les variables Y à 0 et ils se sont rendus compte que ça retournait une valeur, donc c'est rho BP, ça veut dire baseline probing, ça nous retourne une variable de moins 59,2822. Donc après, ils se sont dit, maintenant, le Y1, on va le mettre à 100, on va voir ce que ça nous donne, et ça leur a donné encore une variable. Et eux, ils ont essayé de trouver Y en fonction de la valeur que nous retourne Kaggle lorsqu'on soumet des fichiers. Et donc, je ne veux pas rentrer dans les détails, ça, c'est pour ceux qui ne sont pas matheux, c'est peut-être un peu ennuyant, je vais dire, mais en gros, à la fin, on arrive à trouver le cas là, et une fois qu'on a ce cas, on peut calculer toutes les variables qui sont dans le public leaderboard, c'est-à-dire c'était 19% du test du jeu de données test qui nous donnait notre classement sur le public leaderboard, et après le classement final c'était sur les 81% qui restent. Et donc c'est là le danger du probing, c'est que le probing, on va avoir un bon score sur le public, mais de une, on va faire de l'overfitting, et de deux, ça va pas du tout être représentatif de notre classement final. Overfitting, pour ceux qui ne savent pas, c'est du surapprentissage. Quand notre algorithme il apprend trop bien, il a très peu de scalabilité, et si on a des différences entre le train et le test, on va avoir de très mauvais résultats. Et c'est ce qui s'est passé pour un compétiteur. Il m'avait dépassé sur les 2 dernières semaines. Premier pendant 2 semaines, il nous mettait le meilleur, le deuxième, il était à 0,57,8 et lui, il était monté à 0,63 en R2. Et après, il a perdu 2300 places sur le private. Donc c'est parce qu'il avait trouvé une technique. En fait, lui, il a fait du probing. En plus, il a trouvé un pattern dans le train en fonction de l'ID, donc du numéro du véhicule, et en fonction des variables catégorielles, il a réussi à trouver un pattern qui lui permettait de prédire les outliers. Mais apparemment, il était de premier à 2400 ou 2350. Et moi, à l'inverse, la dernière semaine, je suis descendu parce que tout le monde a fait du probing, du coup, tout le monde est monté. J'ai gagné, il me semble, 153 places ou quelque chose comme ça entre le public et le privé. Et il y a des gens, celui qui est premier, il a gagné 1800 places. C'était une compétition assez folle.
Donc voilà. Et si vous avez des questions, vous pouvez aller sur mon GitHub. J'ai mis les scripts que j'ai utilisés. Et actuellement, je fais d'autres compétitions et on va en faire encore avec Anil. Vous pouvez avoir des infos et des scripts sur les compètes. Voilà. Merci de votre attention. Merci Orad. Écoute, je vais commencer par la première question alors. Alors je voulais savoir justement que tu avais fait des cours de machine learning, tu avais fait un peu de pratique avec nous à l'université. Et quand tu t'es mis dans du Kaggle directement, qu'est-ce que tu as appris en plus? Qu'est-ce qui était inutile? Franchement, au début, en sortant de la fac, donc quand je commençais à faire mon stage, j'avais l'impression d'être, sans vouloir me vanter, d'être bon en machine learning. Et je pense que c'était le cas de toutes les personnes de ma classe. Et après, on a entendu parler de Kaggle, on a décidé de faire une compétition. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne savait rien du tout. Parce que nous, on allait directement s'attaquer sur les données direct de l'ACP, ensuite lancer ça dans un random forest, mais pas du tout. Ça apprend énormément de choses. Je le conseille à tout le monde parce que y a plein de gens qui publient des kernels sur de l'exploration de données, sur la densité des données. Là, typiquement, il y a une personne qui a publié un notebook sur la distribution des Y en fonction des données. Il y a des gens qui ont réussi à trouver des corrélations, mais ça demande énormément de travail et beaucoup de talent d'analyse. Des corrélations des corrélations cachées entre des variables. Et cette compétition, en fait, les noms des variables étaient cachés pour cause de confidentialité de la part de Mercedes. Et il y a des personnes qui ont réussi à deviner à quoi correspondaient les variables. Et à partir de ça, forcément, la vision de la compétition, elle évolue et ça ajoute du piment. Peut-être, je pense qu'ils ont fait ça. Mais franchement, tu passes ta nuit, quoi. Et on apprend énormément de choses. Moi, je connaissais pas le XGBoost. Maintenant, je pense que c'est l'algorithme que tout le monde utilise, surtout sur Kaggle. Donc voilà. Oui. Je suis pas plouf. Vas-y, commence juste après. Au final, c'est quel genre d'algorithme qui a gagné? C'est un XGBoost aussi qui a gagné. Sauf que la personne qui a fait ça, moi, j'ai pas compris autre chose. C'était super compliqué ce qu'il a fait. Il a trouvé des patterns dans les données, autres que celui qui est arrivé premier. Et en fonction de ça, il a fait des mix entre le jeu de données train et le jeu de données test. Il a repassé des données. Il y avait des valeurs qu'on n'avait pas dans le train et qu'on n'avait pas dans le test. Il a essayé de les prédire. Ensuite, il les a rajoutées dans son jeu d'apprentissage. Et c'est vraiment un truc. En même temps, je crois qu'il a la cinquantaine, il a 20 ans d'expérience en data science. Il a fait que 6 soumissions. Arriver premier avec 6 soumissions, c'était incroyable. Attends, juste un truc. Tu peux répéter la question quand on te pose la question? Ouais, bien sûr. Ok, bien sûr. Donc, combien d'heures de travail pour toi? Tu as passé combien de temps? Combien d'heures de travail j'ai passé sur la compète? Alors, toutes mes soirées pendant toute la compétition, c'est-à-dire 2-3 mois. De temps en temps, quand on avait du temps libre avec mon tuteur, on passait un peu de temps dessus. C'était surtout entre midi et 2. Il me donnait des idées, des conseils sur comment est-ce que je peux enrichir mon jeu d'apprentissage, parce que là, 4209 observations, c'est vraiment très petit. Et donc, il fallait rajouter de l'information et des observations au maximum. Donc, mais sinon, ouais, c'est vraiment toutes mes soirées pendant 2 mois. Mais c'était un plaisir parce que vu qu'à la compétition, on veut être dans les premiers, il y a l'adrénaline. Et du coup, on est là en train d'essayer de chercher des trucs. On recherche des articles sur Internet. Les packages HyperOpt et Tipot d'optimisation, c'était en fouillant sur le net et tout. C'est très enrichissant comme expérience, je trouve. Et à répéter avec plaisir. Enfin, c'est ce que je fais d'ailleurs maintenant. Donc, tu as gagné une médaille d'or, je suppose? Ouais, j'ai gagné une médaille d'or, ma première. Et où, là, alors? Là, je me suis inscrit à la Zilo. Là, encore plus compliqué pour moi en termes de. C'est pas tellement le côté machine learning qui est compliqué, c'est surtout le côté pré-processing. Enfin, ça fait partie du machine learning, mais le côté pré-processing, la préparation de la donnée. Et là, en plus, la difficulté sur ce challenge, c'est qu'on peut et on doit, je pense, aller chercher des données à l'extérieur. Et c'est là que ça pose problème pour moi, parce que
j'ai pas énormément d'expérience et je commence à peine à découvrir le monde de la data science, donc ça pose quelques problèmes. Ouais. Mais pareil, toutes les personnes qui publient leur kernel et dans les discussions, c'est passionnant, je trouve. Et ça apprend énormément de choses. T'es classé combien du coup? L'asilo, Non, non, sur global. j'ai pas encore vu que c'était ma première compète, j'ai pas encore de classement. Donc je sais pas, on va voir à la fin de l'asilo sûrement. Et je pense que d'ici là, merci beaucoup. D'ici là, j'en commencerai d'autres. Avec Anil. Ouais, carrément. D'autres questions là? Du coup, vous avez fait quoi comme étude? Moi, j'ai fait un M2 Data Science à la DOI. Première promo. Ouais, Lyon 1, c'est ça, ouais. Attends, Claude Bernard. Ouais, cette année-là. Je viens de finir le master. En fait, on est en master 2 de data science. Ah, vous êtes en M2? Eh ben, vous savez pas encore, mais je suis le référent des M2 Data Science Maths et des M1 SITN aussi. Donc, surprise, c'est moi. Mais je pense que je vous verrai. Ah, vous êtes en info, c'est peut-être pour ça, là, ouais. Moi, je suis le référent des M2 Data Science Maths, ouais. Je suis un matheux. Ben, merci à tous, en tout cas, de votre attention. Et merci de m'avoir accueilli, de m'avoir donné l'opportunité. Merci à tous. Alors, si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien sûr venir les poser après la conférence. Je voudrais juste terminer par le sondage habituel pour connaître un peu mieux notre public qui évolue d'année en année. Alors, pour qui est-ce que c'était le premier meet-up LDS? Ah, quand même, ouais, d'accord. Et alors, quelle est la proportion de ceux qui se disent plutôt informaticiens? Et donc, ok, les autres, c'est les matheux, du coup? Ou est-ce qu'il y en a qui sont ni l'un ni l'autre? Non? Ouais, d'accord. Il y en a qui sont un peu perdus, d'accord. Ils ont vu de la lumière, c'est bien. D'accord. Et quelle est la proportion de ceux qui reviendront à un meet-up LDS? Parce que c'était super cool. Ah, parfait. Et qui diront à leurs voisins qu'il faut qu'ils les accompagnent, d'accord, très bien. Non, mais c'est super. Merci bien. Et puis, si vous voulez vous motiver pour un peu d'associatif aussi avec ce cadre de fond-là, n'hésitez pas à venir nous contacter aussi. On a toujours besoin de bras et de bonnes idées. Et ouais, si vous avez des bons sujets aussi. Ou si vous êtes fan de speakers, même de l'autre bout de la France, on peut aussi le faire venir. On a le budget.